Merci de rester avec nous. C'est New World Forum. Nous sommes cette semaine avec le ministre togolais en charge des droits de l'homme. Il est chargé des relations avec les institutions de la République, M. Christian Trimois. M. Trimois, merci de rester avec nous. Merci bien. Et cette seconde partie, pour évoquer les mesures d'accompagnement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. C'est une partie interactive. Les téléspectateurs peuvent vous poser des questions en direct sur WhatsApp, sur Facebook et sur Twitter. Avant de revenir à une question de téléspectateurs, peut-être je voudrais vous engager sur le carburant. Beaucoup se sont interrogés sur le pourquoi le gouvernement n'a pas baissé les cours du carburant alors que le pétrole, les cours ont baissé depuis belle lurette. Alors actuellement, je fais court pour ne pas reprendre un peu l'historique des commandes de carburant par l'État, le premier trimestre qui est en train d'être consommé actuellement et qui avait été payé au prix fort de l'époque. Mais le président de la République a instruit le gouvernement, une commission a travaillé fin de semaine dernière et ce week-end là-dessus. Il me semble que courant de la semaine prochaine, un certain nombre d'annonces devraient pouvoir être faites là-dessus. Vous êtes bien précis. Et ça nous permet de rejoindre cette question du téléspectateur en même temps, 91 12 14. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas prendre des mesures pour aider les fonctionnaires qui ont contracté des prêts dans leur banque afin que ces derniers puissent bénéficier du rééchelonnement de leurs prêts? C'est dire que les banques arrêtent pour un temps soit peu le prélèvement sur leur salaire afin qu'ils puissent faire face aux situations nouvelles du confinement. Bon, cette mesure sur les emprunts bancaires, il faut faire plusieurs distinctions. La première concerne les fonctionnaires. Les fonctionnaires, les salaires sont payés. Donc il n'y a pas de raison pour que les fonctionnaires, par exemple, demandent aujourd'hui qu'une mesure générale de rééchelonnement soit faite. Mais au cas par cas, ils pourraient se rapprocher de leur banque pour voir les mesures qui sont possibles au niveau de leur banque. Parce que les salaires sont assurés et donc ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas impacté, en tout cas qui n'est pas durablement impacté là-dessus aujourd'hui. Quand on prend en revanche aujourd'hui, si je prends toutes les personnes qui sont dans les microfinances, autant les clients des microfinances que les microfinances elles-mêmes, puisque les microfinances se refinancent sur les banques. Un certain nombre de mesures ont été prises par la Banque centrale, la BCEAO, avec le ministère de l'économie et des finances, pour mettre à disposition des crédits par semaine pour les banques, de sorte que les entreprises et les microfinances puissent continuer à se refinancer là-dessus. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'à peu près de 4 750 milliards par semaine que la Banque centrale met à disposition des banques qui existent pour pouvoir continuer à alimenter le circuit de l'économie togolaise. Et donc les banques qui refinancent les microfinances pourront, elles, d'une part, avoir un moratoire sur les délais de paiement des intérêts et des pénalités. Deuxièmement, ils pourraient faire un rééchelonnement de leur dette actuellement, mais en se rapprochant de leur banque. L'étude peut être faite pour les uns et les autres, ce qui demanderait au niveau des banques, pour les microfinances, je crois qu'un dispositif a été mis en place pour cela. Et pour les clients des microfinances également, ils pourront bénéficier de ces rééchelonnements-là. Pendant cette période, s'il y a une suspension pour les microfinances, pour les clients des microfinances, le paiement de ces crédits, le temps d'une meilleure organisation, comme nous disons, une part de ces personnes qui ont emprunté auprès des microfinances, naturellement, seront impactées par les mesures qui sont prises en termes de baisse de revenus et de paiement de leurs dettes. Donc, elles perdront un peu en pouvoir d'achat. Les mesures les concernent sur toutes ces mesures de facilité financière qui sont mises en place. En revanche, pour tous les autres qui ont un salaire en permanence, il me semble qu'on ne peut pas faire une mesure générale. Il serait peut-être bien individuellement qu'ils se rapprochent de la banque pour voir ce qui peut être fait dans ce cadre. Donc ça devrait se faire au cas par cas. Pour les fonctionnaires, les salariés qui ont leur salaire. Et pour les particuliers, les commerçants dont les activités sont perturbées, est-ce qu'il ne faudrait pas une mesure globale du gouvernement concernant les histoires d'emprunt? C'est difficile toujours de faire une mesure générale sur ces questions parce que vous avez vu, il y a plusieurs catégories qui sont concernées par les emprunts. Vous prenez un commerçant, il me semble qu'aujourd'hui, sa banque doit être sensible nécessairement à une demande de rééchelonnement. Et les banques sont déjà disposées aujourd'hui à examiner pour les commerçants, mais j'ai encore dit une fois, pour les microfinances, pour tous ceux qui sont impactés, les banques, le ministère de l'économie et des finances a fait un travail avec les banques qui sont disposées à réexaminer cela. Ça vaut aussi pour les entreprises. Parce que nous soutenons les entreprises, pourquoi? Pour éviter effectivement qu'elles soient obligées de licencier ou de mettre, voilà,
et en ce moment, le combiné en prendra un coût important. Et donc, les entreprises sont soutenues également là-dessus. En matière fiscale aujourd'hui, l'OTR a suspendu les contrôles fiscaux sur les entreprises. On a suspendu également tout ce qui est pénalité de retard de paiement. On a différé le délai nécessaire pour la remise des états financiers. Et aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est fait. Certaines taxes ont été revues. Des taxes, par exemple, sur la TVA. Les hôtels et les restaurants. La TVA est passée de 18 à 10% aujourd'hui, de sorte à pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Et il y a d'autres mesures qui sont prises avec le ministère de l'économie et des finances pour accompagner les entreprises. Il y a un comité de réflexion qui est en permanence en contact avec le ministre de l'économie et des finances pour pouvoir voir les autres mesures additionnelles qui peuvent être faites pour accompagner les entreprises. Mais encore une fois, d'un point de vue des particuliers, il me semble que cela dépend de la situation individuelle de chacun. Ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont dans des activités informelles, naturellement, il y a une prédisposition à cela. Ceux qui sont dans des activités comme la fonction publique ou les salariés qui, eux, disposent encore de revenus et de pouvoir d'achat conséquents, il me semble qu'il faut qu'ils aillent voir leur banque pour voir ce qui peut être fait. Mais on ne peut pas prendre une mesure générale pour cela. Prenons une question de Cara, 92 10 25 90. 92 10 25 90. Bonsoir messieurs, merci pour l'émission. Selon l'explication du ministre, les mesures prises récemment ne concernent que Lomé. Mais bizarrement, à Cara, ici, c'est la même situation qu'on vit. Pourquoi cela? Quand on parle des mesures prises récemment, on entend essentiellement deux grandes mesures qui concernent Lomé pour l'instant. C'est le couvre-feu et les mesures qui sont prises sur les transports en commun. Naturellement, une fois encore, nous sensibilisons tous les transporteurs, les véhicules, même à l'intérieur du pays, de les respecter, même si pour l'instant, on ne leur a pas imposé ces mesures. Il y va d'abord de la santé du conducteur lui-même et ensuite de ses passagers. Pour le couvre-feu, pour l'instant, il n'est pas étendu aux autres parties du pays. Au début, il y a eu des malentendus sur le champ géographique d'application de ces mesures et même le couvre-feu dans certaines villes, on a commencé à les appliquer avant que nous puissions faire l'information nécessaire pour qu'on puisse désactiver le couvre-feu dans ces villes-là. Donc progressivement, on arrivera à une meilleure information de tous les agents qui interviennent pour que les choses changent. En revanche, la palette des 18 premières mesures qui avaient été prises sur le Conseil des ministres du 16 mars et du 20 mars reste applicable pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes sur une interdiction de regroupement de plus de 15 personnes. Initialement, vous vous rappelez, on avait dit 100 et 15 personnes pour les funérailles et les mariages. Aujourd'hui, la règle, c'est pas plus de 15 personnes regroupées ensemble. Ça vaut sur toute l'étendue du territoire national. Donc, toutes les autres mesures qu'on avait édictées jusqu'à maintenant restent valables sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'instant, ce sont ces deux mesures qui sont limitées à Lomé d'abord. Monsieur le ministre, est-ce qu'on va de plus en plus vers le confinement général? Non, je pense que dans nos pays, encore une fois, c'est difficile de faire un confinement général. Et de faire un confinement général sur le long terme. Vous pouvez le faire sur un week-end, sur 2 semaines peut-être, ça peut tenir encore, mais au bout de 2 semaines, les gens ne respecteront pas le confinement général. Un exemple de confinement général, ça veut dire que vous fermez les marchés. Pourquoi nous ne pouvons pas fermer les marchés aujourd'hui? Si vous fermez les marchés, vous fermez tout approvisionnement. Et donc, dans les marchés, nous sommes obligés d'appliquer les règles d'espacement, les règles de masques obligatoires, de gants pour ceux qui vendent, de mettre les mesures d'hygiène. Aujourd'hui, le nombre de jours des marchés est passé de 7 à 5 dans le Grand Lomé. On a régulé. Le président de la République a reçu les maires du Grand Lomé. Ces mesures ont été échangées et elles ont été arrêtées ensemble avec les maires qui vont les appliquer pour les marchés. Donc, on n'est plus à 7 jours de marché, là où il y avait 7 jours de marché. On aura 5 jours de marché et on a 2 jours supplémentaires qui vont servir à nettoyer et à désinfecter les marchés. Parce qu'on ne peut pas les fermer. Ensuite, il faut prendre en compte tous nos compatriotes qui vivent presque au jour le jour. C'est-à-dire qui prennent des revenus aujourd'hui pour demain ou qui vivent aujourd'hui des revenus qu'ils ont fait hier jusqu'à la fin de la journée. Si vous confinez sur le long terme, ils ont peut-être des petites économies pour tenir sur une certaine durée, ils ne pourront pas tenir sur le long terme. Et souvent, quand nous faisons la comparaison avec les pays européens, nous oublions bien souvent que, par exemple, les supermarchés en Europe ne sont pas fermés. Il y a une règle pour pouvoir accéder, etc. Mais les supermarchés ne sont pas fermés. Je donnais l'exemple aussi de l'école. Quand nous disons que les écoles sont fermées chez nous, les écoles sont vraiment fermées. Il n'y a pas de cours qui sont donnés. Dans les pays européens, l'école n'est pas fermée, le bâtiment est fermé, mais les cours continuent à être donnés en ligne aux enfants. Donc, ils sont toujours à l'école, mais d'une autre manière. La méthode a changé. Et donc, chez nous, il faut quand même tenir compte un peu de nos réalités concrètes qui font qu'il est difficile d'aller sur un confinement général. C'est pour ça que ce que nous faisons, et la stratégie est basée sur le fait de réduire au strict minimum les contacts possibles. J'avais donné l'exemple tout à l'heure du couvre-feu et les effets sur la réduction de 2/3 du temps de la journée qui doit être une forme de confinement puisque normalement pendant ces 2/3, les 8 heures où nous dormons la nuit et
les temps morts que nous avons entre la fin du couvre-feu et le début du couvre-feu qui doivent nous permettre de réduire ce temps. De créer de l'espacement, les mesures de transport que nous avons évoquées, les mesures de distanciation sociale que nous avons évoquées, les 15 personnes qui ne peuvent pas être, on ne peut pas regrouper plus de 15 personnes dans un lieu. L'idée, c'est de dire la maladie se transmet par le contact physique, par le contact rapproché, notamment par les postillons. Lorsque nous parlons, je vois que votre studio est bien équipé, la distance est bien respectée. Et donc, sur cette question-là, nous ne pouvons aller que sur ces mesures, en plus des mesures d'accompagnement de nos concitoyens qui pourraient souffrir éventuellement des conséquences de ces mesures-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur les 54 pays africains, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient faire un confinement général. Nous remercions les téléspectateurs qui nous sont fidèles et qui posent des questions à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. On va prendre une question du 90 03 68 29. 90 03 68 29. Monsieur le ministre, je salue les mesures prises par le gouvernement pour nous protéger de la pandémie du Covid-19. Ce que je voudrais savoir, est-ce que les mesures prises par le gouvernement peuvent toucher toutes les couches sociales, notamment les jeunes qui vivaient des activités quotidiennes et qui sont confinés en ce moment et qui ont dû arrêter leurs activités et qui ne sont affiliés à aucun syndicat? Oui. Il faut se rapprocher des structures préfectorales de la DOSI, donc de la délégation à l'organisation du secteur informel. Ils vous donneront plus de précisions là-dessus. La semaine prochaine, vous aurez un peu plus d'informations venant du secrétariat d'État à l'inclusion financière et au secteur informel qui apporteront un certain nombre d'éléments sur la procédure par laquelle ces différentes corporations pourront éventuellement être prises en charge. Donc, je crois qu'il faut s'informer, se rapprocher des délégations du secteur informel qui sont dans les préfectures pour avoir le détail sur la procédure à avoir. Alors, on va continuer avec les téléspectateurs. On rappelle qu'ils peuvent nous écrire aussi sur notre compte Facebook New World TV ou passer à travers notre site internet www.newworldtv.com. Monsieur le ministre, est-ce que le coronavirus à terme ne risque pas de compromettre les efforts du nouveau quinquennat? Nous espérons que cette pandémie ne durera pas très longtemps. Si ça devrait s'installer dans la durée, naturellement, ça impactera nécessairement un certain nombre d'objectifs qui sont fixés. Alors, je prends un exemple aujourd'hui. Sur l'année budgétaire 2020 que nous avons commencé aujourd'hui, toutes les mesures d'accompagnement que nous avons lancées actuellement, il n'y avait pas sur le budget 2020 une ligne prévue Covid-19. Donc, ce sont des moyens financiers qui vont être récupérés naturellement sur des lignes du budget et qui vont permettre de refinancer une partie des actions qui sont mises en œuvre. Donc, d'une certaine manière, nous allons réduire notre vitesse. En tout cas, l'optimisme que nous avions mis sur le rythme que nous voulions impulser un certain nombre de projets pendant ce quinquennat, naturellement, certains seront revus au moins pour cette année 2020. Après, une fois que la crise sera jugulée, pour les années à venir, on pourra trouver le moyen de remonter la pente et puis de récupérer ou de rattraper le retard que nous aurons eu sur 2020. Mais naturellement, sur 2020, avec l'ampleur de ce que nous vivons aujourd'hui, les objectifs de 2020 seront nécessairement touchés. Dans quelle proportion? Il me semble que pour l'instant, on ne peut pas le dire véritablement. Mais on sait que fondamentalement, il y aura quand même un petit bémol qui sera amené à nos ambitions. 97 15 12 57 97 15 12 57. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures d'accompagnement à l'endroit des établissements scolaires et universitaires du secteur privé? Alors pour le secteur privé, c'est toujours un peu difficile d'évoquer la question du secteur privé. On peut dire la même chose d'ailleurs pour le secteur confessionnel, pour l'enseignement confessionnel. Pour l'instant, je crois qu'une réflexion au niveau du ministère de l'Enseignement est en cours avec le ministère de la Fonction publique et le ministère de l'Économie et des Finances pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans cet ordre-là. Mais naturellement, la priorité, c'est d'abord les établissements publics qui, eux, ont un fichier connu, etc., qui peuvent être gérés plus facilement. Donc, pour l'instant, pour cette catégorie, le ministre de la Fonction publique s'est exprimé la dernière fois. Je crois qu'une réflexion est en cours à leur niveau pour voir ce qui peut être fait dans ce cadre-là. On peut continuer par prendre les questions des téléspectateurs. Est-ce qu'on peut... Oui. 90 99 39 52 90 99 39 52. Le cas détecté à Palimé est négatif depuis, mais la ville est toujours mise en quarantaine. Pourquoi? Alors naturellement, le cas, s'il est détecté, il est rendu négatif, on a pris les dispositions nécessaires parce qu'à partir du moment où il y a un soupçon de cas positif ou un soupçon de un cas suspect dans le milieu, on imagine immédiatement qu'il n'y a pas que le cas suspect qui est pris en charge, il y a aussi les personnes contacts possibles.
Bon, bien évidemment, si ce cas a été déclaré négatif, la ville continue à être mise sous surveillance. Mais aujourd'hui, de toute façon, le bouclage qui était initialement fait pour Palimé concerne aujourd'hui toutes les préfectures du Togo. Et donc, le Cloto, dans lequel fait partie Palimé, est également concerné. Donc, naturellement, la mesure continuera pour isoler cette fois-ci, non pas pour la surveillance du cas qui est à l'intérieur, mais pour l'isoler des cas d'importation ou d'exportation possibles depuis Lomé. Puisque nous savons que le grand foyer aujourd'hui, c'est Lomé, qui a exporté un peu vers les autres parties du territoire. Le blocage reste nécessaire pour préserver cette fois-ci l'intérieur du pays des risques que Lomé comporte actuellement. On va prendre une question du 92 80 23 39. L'impression que le WhatsApp est privilégié. 92 80 23 39. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Avec cette crise sanitaire, le chef de l'État a pris des mesures socio-économiques qui nécessitent beaucoup de fonds. Je lui dis merci. Excellence, comme doléance, il y a des volontaires de compétences de l'Agence nationale de volontariat du Togo, dont la mission prend fin le 17 mai 2020 après 5 ans de mission et qui n'ont pas eu la chance que les responsables des structures étatiques leur signent des contrats en évoquant le problème de manque de ressources financières. Avec cette crise, on se retrouve à la maison. Ça fait une double peine. Je vous supplie de regarder notre cas, Monsieur le Ministre. Bon. Je pense que la période que nous traversons n'est pas forcément une période propice à l'embauche, puisque nous récupérons des moyens pour faire face à l'urgence. Mais vous savez, c'est toujours la question liée au volontariat qui a été fait. Ils sont toujours privilégiés dans les recrutements. En tout cas, on est sensibilisé pour qu'ils puissent être privilégiés dans les recrutements, puisqu'ils ont acquis de l'expérience pendant la période où c'est volontaire. Et je donne l'exemple. Moi, dans mon ministère, j'essaye chaque fois que j'ai besoin de récupérer d'abord sur un volontaire qui a été dans mon ministère, puisqu'il connaît déjà la maison, il a travaillé avec nous, il connaît les collègues, et c'est plus facile de pouvoir éventuellement poursuivre avec lui. Mais je pense que tous les membres du gouvernement sont sensibilisés à la question. Cette période spécifique n'est pas véritablement le meilleur moment pour penser à cette question du recrutement. Vous noterez d'ailleurs que tous les concours qui avaient été lancés ont été suspendus parce que nous sommes sur une préoccupation sanitaire pour l'instant et il me semble que quand on reviendra à la normalité, on pourrait revenir sur ces questions. Donc, il faut prendre un peu son mal en patience. C'est un moment où chacun de nous fait un peu de sacrifice, où nous allons tous un peu avaler des couleuvres. Vous me permettez de le dire de cette manière, c'est pas le plus simple. On demandera à chacun de faire un effort. Nous sommes en guerre, les uns et les autres l'ont dit, et chacun va payer un peu de l'effort de guerre. Mais nous espérons que cette période ne durera pas trop pour que nous puissions revenir à une vie normale et nous occuper des questions de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Une question dans l'étranger 234 706 964 98 54 234 706 964 98 54. Bonjour Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous faites pour un Togolais qui a envie de revenir au pays puisque les frontières sont fermées? En ce moment, je ne sais pas d'où il part, mais de toute façon, il me semble qu'il devra attendre au moins que la crise soit passée, qu'on rouvre les frontières, que les moyens de déplacement internationaux soient remis à flot pour pouvoir faire le retour. Et peut-être qu'il n'est pas forcément sage de pouvoir revenir aujourd'hui dans son pays, sauf si vous étiez en transit dans un pays étranger et que pendant votre transit, vous avez été bloqué sur place, que vous avez passé votre période de quarantaine. Naturellement, il faudra appeler l'ambassadeur du Togo dans le pays de transit pour qu'on voit ce qui peut être fait après la période de quarantaine, si vous avez été placé en quarantaine. Mais au-delà de ça, nous avons le même problème pour les ressortissants étrangers qui étaient de passage à Lomé, qui étaient confinés du fait de la fermeture des frontières. C'est une situation qui est en train de se gérer aujourd'hui avec notre diplomatie et les pays concernés pour voir comment on pourrait régler ce problème-là. Mais pour ceux qui sont résidents dans le pays et qui souhaitent partir, je voudrais fortement leur déconseiller de le faire. C'est vraiment pas le moment de pouvoir partir d'un pays vers un autre. Mais certains pays ont affrété des avions spéciaux, les Français par exemple. Oui, les Français ont affrété pour certains qui voudraient repartir effectivement chez eux et qui l'ont souhaité. Mais ça, c'est souvent des Français qui étaient sur place à Lomé, que la France, qui ont émis le vœu de retourner dans leur pays pour diverses raisons. La France les a entendus. Nous, chez nous, il me semble qu'il vaut mieux ne pas le faire. Ça dépend de là où vous vous retrouvez. Mais j'évoque encore le cas de ceux qui sont en transit. Pour eux, c'est délicat parce qu'ils étaient de passage pour quelques heures ou pour une journée ou deux. Ils se retrouvent à rester sur place pour plus longtemps. Il y a des problèmes de moyens financiers pour continuer la suivi dans le pays de transit puisqu'ils n'avaient pas prévu cela. Et il faut distinguer ces cas-là de ceux qui sont des résidents dans le pays, qui ont des activités dans le pays et qui voudraient venir
supplémentairement pour rentrer à Lomé. Je ne sais pas pourquoi ils ont envie de rentrer à Lomé dans cette période particulièrement. Bon, s'ils ont des sujets particuliers à cela, nous avons nos représentations diplomatiques. Il faut qu'ils s'adressent à eux pour voir comment les questions peuvent être réglées dans le pays. On va prendre une question de Sokolé avec le 90 92 16 71 90 92 16 71. Le temps de rappeler pour les téléspectateurs qui peuvent toujours poser leurs questions en direct. Nous sommes en direct avec le ministre en charge des droits de l'homme et chargé des institutions, des relations avec les institutions de la République, ministre togolais. Et on va donc prendre la question du 90 92 16 71. Merci, monsieur le ministre, de nous éclairer. Alors, merci au ministre également. Le bouclage des villes constitue une nouvelle forme de corruption et d'escroquerie qu'opèrent certains agents de sécurité au niveau des 4 points tout autour de Sokolé. Ces points sont devenus des gares routières et ça occasionne de bonnes affaires pour les conducteurs de taxi-moto qui contournent ces barrières en glissant des pots de vin à certains agents. C'est ce que le téléspectateur nous dit. Alors moi, je n'ai pas encore connaissance de ces cas, mais maintenant que c'est signalé, on le fera reporter à mon collègue du ministère de la Sécurité pour que les contrôles soient renforcés là-bas. Parce que précisément, il faut éviter qu'on tombe dans une espèce de Covid business. On est dans un problème sanitaire important. Ce n'est pas le moment ni de faire des fraudes sur les mesures de transfert monétaire qui vont venir ou sur les mesures d'accompagnement, ni de commencer à augmenter la corruption. Si nous le faisons, nous nous exposons. Rappelons-nous encore une fois qu'il s'agit d'une urgence sanitaire, c'est-à-dire c'est des questions de santé. L'agent qui prend de l'argent pour laisser passer quelqu'un est en train de faciliter la contamination, y compris indirectement de sa propre famille, sans le savoir. Donc nous devons appliquer les mesures de la manière la plus stricte. En tout cas, moi, je le ferai maintenant que la question a été évoquée. Je suis persuadé que mon collègue de la sécurité nous suit, il a entendu. Mais en tout cas, je lui porterai la question pour que les contrôles soient renforcés. Et peut-être pas seulement au niveau de son côté, mais en tout cas sur tous les points possibles où on pourrait être tenté d'avoir ce genre de comportement anormal. 93 00 38 37 93 00 38 37. Merci pour l'émission. Je voudrais comprendre pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas une orientation claire sur les tissus à utiliser pour avoir une meilleure protection avec les masques artisanaux. Je pense que ces masques sont plus utilisés par la population et ça mérite plus de réflexion. Peut-être la question devra être posée au panel de médecins que nous recevons, les médecins que nous recevons après votre émission. Oui, absolument. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour répondre. Mais globalement, ce qu'on nous dit jusqu'à maintenant, c'est que les mailles des tissus ne sont pas suffisamment fines pour empêcher le virus, parce que parfois nous avons des mailles qui sont importantes. Et la difficulté qu'il y a à cela, c'est comment vous pouvez mesurer la taille nécessaire des mailles d'un tissu pour savoir s'il est bon ou il n'est pas bon. Bon, une fois encore, je crois qu'on laissera la parole aux médecins qui nous donneront des indications précises là-dessus. Merci, monsieur le ministre, de rester avec nous. Cette crise, on va dire, la pandémie a un impact certain sur l'économie. Et la Chambre du commerce et d'industrie du Togo a réuni les opérateurs économiques en milieu de semaine pour évaluer ces impacts et voir comment on peut juguler en attendant la fin de la pandémie. Et ton homme Kokoloko était sur ce reportage, son compte rendu, la suite de notre discussion dans un instant. Clé de voûte de l'économie togolaise, le secteur privé avec son large tissu de PME-PMI risque de devenir la principale victime économique de la pandémie de Covid-19. Parmi les premiers à avoir subi le contre-coup économique de l'épidémie, les professionnels du tourisme. Alors que la communauté internationale s'inquiète, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a décidé de mesurer l'impact réel de la crise sanitaire sur les activités des opérateurs économiques. Une enquête doit se dérouler du 30 mars au 17 avril sur toute l'étendue du territoire national. Trouver des pistes de solutions pour faire face à ce nouveau et terrible défi en donnant la parole aux opérateurs économiques, tel est l'objectif que nous recherchons en lançant cette enquête. Cela permettra de connaître puis d'anticiper sur les difficultés que rencontrent nos entreprises et surtout de trouver de façon concertée avec les autorités les moyens de présenter les acquis obtenus à travers les différentes réformes engagées pour la promotion d'une économie forte, inclusive et durable.
Si elle était contrainte de mettre la clé sous la porte, toute l'économie togolaise en pâtirait. Les petites et moyennes entreprises contribuent en effet à 80% à l'activité économique du pays et leurs impôts fournissent une part non négligeable des ressources de l'État tout en créant de l'emploi et de la richesse. Alors, retour donc à notre plateau avec la suite de l'interactivité avec nos téléspectateurs. On va prendre le 91 99 56 39. 91 99 56 39. Alors, bonsoir, monsieur le ministre. Pourquoi à chaque actualisation des chiffres de cas de contamination, le nombre augmente? Parce que le nombre augmente parce qu'il y a aujourd'hui, confinés dans un hôtel, dans des hôtels de la place, un certain nombre de cas contacts. Donc des personnes qui avaient été en contact avec les premiers qui eux-mêmes avaient été contaminés, confirmés. Et ces personnes sont suivies. Nous avions dit que le délai de quarantaine est de 14 jours. Et donc pendant ces 14 jours, il y a ceux qui finalement ne présentent aucun signe, qui sont donc remis, qui sont libérés, qui repartent chez eux tranquillement. Et puis il y a ceux qui présentent des signes parce qu'ils étaient en contact avec la personne, qu'ils ont été contaminés, mais que les symptômes ne se manifestent que beaucoup plus tard. Donc naturellement, dans ce lot-là, vous aurez toujours de temps en temps des cas qui apparaîtront ou des cas qui seront infirmés, bien évidemment. Nous espérons que la plupart ne seront pas contaminés, mais vous pouvez très bien avoir des cas qui soient contaminés. Et c'est de cette manière que le chiffre augmente. Mais nous avons aussi une bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi beaucoup de guérisons. Aujourd'hui, nous avons 17 à peu près qui sont guéris sur la quarantaine. Si nous comptons les 3 que nous avons perdus, nous sommes aujourd'hui à des cas actifs autour de 20 ou 21 qui sont pour la statistique d'aujourd'hui. Ça va encore évoluer peut-être demain en bonne nouvelle ou en mauvaise nouvelle. Et nous faisons en sorte que les mauvaises nouvelles nous impactent le moins possible, que surtout nous avons de bonnes nouvelles. Mais le taux de létalité est quand même plus ou moins élevé. Parce que ça fait 3 décès sur 40-41, ce qui fait une moyenne de 7 à 8%. Oui, qui est plus ou moins élevé. Alors vous savez, c'est toujours la difficulté des pourcentages. Plus vous savez, sur les petits chiffres, les pourcentages sont toujours importants. Mais si vous étiez à 3 sur 1000, mais si vous prenez par exemple sur tous les cas contacts qui sont à plus de 400 aujourd'hui, quand vous faites la moyenne, vous vous rendez compte que le taux de létalité n'est pas si important au Togo. Mais bien évidemment, nous avons encore la chance de voir que nous sommes que sur une vingtaine de cas actifs. Pour un pays comme le nôtre, il me semble que c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler encore plus pour réduire. Mais franchement, pour vous dire, je pense que nos compatriotes commencent véritablement à comprendre l'importance de la chose. Parce que de plus en plus quand même, les mesures barrières sont appliquées, les distanciations sont appliquées, et puis vous regardez le couvre-feu, il est respecté. Et je pense que c'est une excellente chose. Vous avez passé l'élément tout à l'heure sur la Chambre de commerce et l'évaluation. Il me semble que c'est important le travail que commence à faire la Chambre de commerce pour anticiper. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences économiques que cette crise va avoir sur notre développement. Et donc, le fait de pouvoir anticiper cette enquête permet de faire une évaluation, de commencer une évaluation pour qu'à la fin de la crise, que nous puissions appuyer la relance économique. Et vous voyez que dans le discours du président, le Fonds national qui a été lancé s'appelle Fonds national de solidarité et de relance économique. Bien. Et donc, la partie relance économique... 400 milliards de francs CFA. De 400 milliards... d'une cible de 400 milliards qui est visée aujourd'hui. Et donc, cette partie relance économique est fondamentale parce qu'il faut gérer le présent, mais il faut anticiper la suite de l'épidémie, de la pandémie, c'est-à-dire le futur immédiat. On va prendre la question du 91 13 22 90. 91 13 22 90. Alors, merci Monsieur le Ministre pour ces informations et explications claires. Le Togo traversait une crise électorale avant cette crise sanitaire. Je salue la sagesse du président Faure. Quelle est la contribution de l'opposition dans cette crise en termes de communication pour aller dans le même sens que le gouvernement? Bon, je crois qu'il faut saluer aujourd'hui la mobilisation de tous les acteurs politiques. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les grands partis politiques se sont exprimés sur le sujet, ont rappelé, comme ils pouvaient le faire, les mesures barrières. Quand je prends au sein du Parlement, les groupes parlementaires que nous avons aujourd'hui se sont également exprimés sur le sujet en encourageant nos compatriotes à respecter les mesures barrières. Et puis, naturellement, l'opposition joue son jeu, c'est-à-dire qu'en fait, son rôle, c'est aussi de critiquer un petit peu les mesures qui sont prises par le gouvernement. C'est son rôle de le faire. Et donc, d'une certaine manière, nous écoutons aussi les critiques qui sont faites pour améliorer notre stratégie. Vous savez, aujourd'hui, devant la crise où nous sommes, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour se dire que nul n'a le monopole de la sagesse et de la meilleure stratégie.
Donc nous avons lancé quelque chose sous l'égide du chef de l'État. Le président de la République nous a instruit à rester ouvert à toutes les propositions, de sorte que notre système, nous puissions le perfectionner au fur et à mesure. Donc nous sommes tout à fait conscients que le système actuel que nous avons mis en place est perfectible. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions. En revanche, évitons les polémiques inutiles et la politisation d'un débat qui n'est pas politique, c'est un débat sanitaire. Dans ce sens-là, certains n'ont pas compris la convocation adressée cette semaine à médecin Agbeyo Mekodjo, qui estime avoir gagné les élections, et qui est poursuivi par la justice. Il a été convoqué par la gendarmerie. Bon, dans ce contexte-là, certains ont estimé qu'on aurait pu faire l'économie de cette polémique. Non, ne dites pas ça, parce que si vous commencez à dire ça, ça veut dire que demain, quand on arrêtera un volant, on le laissera parce que pour l'instant, il y a Covid-19. Il faut faire attention à cela. Les tribunaux continuent à fonctionner, les juridictions fonctionnent, c'est comme les banques qui fonctionnent, c'est comme la médecine qui fonctionne, etc. Les services qui fonctionnent doivent assumer leurs responsabilités. Il y a une procédure qui a été lancée, elle suit son cours. Elle ne doit pas impacter la stratégie nationale. Il s'agit quand même d'un événement qui ne concerne qu'un individu. Laissons les tribunaux faire leur travail. Veillons à ce que les droits de la personne soient garantis. Vous noterez d'ailleurs qu'il a évoqué une excuse humanitaire pour ne pas se rendre à cette convocation. La justice l'a entendu. Il a évoqué des raisons de santé. La justice l'a entendu, puisque une fois qu'il a fait, il me semble qu'il a demandé le report. Ils sont en train d'examiner la possibilité d'un report, puisque l'audience n'a pas eu lieu. Et donc, d'une certaine manière, ne mélangeons pas les questions personnelles, même si c'est une personnalité qui est concernée, avec le problème national que nous avons de la sauvegarde de la santé de toute la population. La question revient parce que certains demandent une forme d'union sacrée, opposition au pouvoir pour contrer le Covid-19. Mais vous noterez vous-même que malgré cette question brûlante que nous avons sur la table du Covid-19, la personne dont on parle n'a pas cessé de continuer à s'exprimer sur des questions liées aux conditions électorales, à revendiquer, à poser des actes. C'est-à-dire qu'au fond, si elle-même ne s'associe pas à la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, qu'elle persiste dans sa démarche, il faut laisser les institutions qui sont ses répondants lui faire aussi la réponse. Donc il me semble que ce dialogue entre lui et la justice ne doit pas impacter la mise en œuvre de notre stratégie pour sauver tout le Togo du Covid-19. Il me semble que c'est une question très marginale. À la limite, elle nous distrait un peu de l'essentiel. La question du 90 53 59 60, 90 53 59 60, Monsieur le ministre, bonjour. Qu'est-ce que vous faites pour nous, les forces de défense et de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers, sans cache-nez, sans gants? Certains policiers, gendarmes, militaires n'ont pas de moto pour se déplacer. Ils sollicitent les taxis moto maintenant. Il n'y a plus à remorquer plus de personnes sur moto à Lomé. Ils vont faire comment pour aller au service? Merci, Monsieur le ministre. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il y a une excellente nouvelle à cela. Vous savez, initialement, nous avions, tous les pays du monde souffrent aujourd'hui de la pénurie de masques, de gants, etc., d'un certain nombre d'outils dans cette lutte. Les pays les plus grands aussi au monde sont aujourd'hui en pénurie. Mais nous avons reçu récemment, donc le 31 mars dernier, plus de 16 tonnes de matériel. Il y a encore du matériel que le président de la République a fait commander, donc qui est en train d'arriver. Ce matériel est destiné en priorité aux forces, en priorité aux médecins d'abord, donc au corps médical, qui travaillent actuellement en contact direct avec les suspects ou avec les malades, et puis aux forces de sécurité également qui interviennent et aux administrations qui sont directement liées au combat. Au combat contre le Covid-19. Donc les forces de sécurité sont inclus dans ceux qui seront bénéficiaires de ces équipements de protection en même temps que le corps médical. Donc en premier lieu, le corps médical naturellement qu'il faut préserver aujourd'hui, et puis ensuite les forces de sécurité et de défense qui elles sont en contact également avec eux. Je prends les contrôles aux frontières par exemple, ou certains qui sont obligés, prenez dans les prisons aujourd'hui, qui doivent faire des fouilles au corps, qui également doivent être protégés pour pouvoir faire une vraie fouille au corps. Et donc, d'une certaine manière, ils sont parmi les cibles prioritaires pour bénéficier de ce matériel qui est disponible aujourd'hui dans notre pays et qui va leur être remis, si ce n'est déjà fait, au moment où nous parlons. Et donc, sa préoccupation est déjà prise en compte. On va donc passer à la question du 91 11 03 84. 91 11 03 84. Alors bonsoir s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Pourquoi l'État ne fait pas appel aux hommes de Dieu pour une prière avant toute chose? Dieu est au-dessus de tout. Vous savez, la constitution togolaise commence par cette phrase fondamentale: nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. C'est important, c'est la toute première phrase de la constitution togolaise. Et naturellement, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu pour nous accompagner.
Et donc les hommes et les femmes d'église ou tout croyant est appelé à mettre à contribution sa foi pour nous accompagner dans cette période. Ce que nous ne souhaitons pas faire, c'est de recréer les conditions des regroupements, puisque nous avons interdit les regroupements dans les lieux de culte. Et c'est ce que nous évitons de faire aujourd'hui, puisque si vous lancez un appel national, ça veut dire que vous demandez aux gens de se retrouver quelque part. Mais nous pensons aujourd'hui que toutes les églises peuvent lancer cet appel-là pour que les fidèles, depuis chez eux, puissent participer à un mouvement national de prière pour le Togo. Et il me semble que les hommes et les femmes d'église qui dirigent toutes ces congrégations, toutes ces églises, ces croyances que nous avons dans notre pays, sont très sensibles à cela. En fait, ils n'entendent pas forcément l'appel de l'État pour le faire. Je crois que beaucoup ont déjà commencé à le faire. 90 01 66 05 90 01 66 05. Bonsoir Monsieur le ministre, merci pour ces explications claires et limpides. Alors loin d'être une question, je voudrais interpeller Monseigneur Podjro pour qu'il sorte publiquement pour démentir ses propos parce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas coronavirus au Togo. Je pense qu'il s'est rendu compte depuis longtemps que c'était dans une sorte d'humeur qu'il a raconté ce qu'il voulait dire. Et aujourd'hui, je crois que quand on voit les positions de l'Église catholique qui a pris des mesures drastiques concernant le culte, la messe, etc., aujourd'hui les regroupements catholiques, il me semble que on peut passer cela en perte et profit. Je crois que c'est très marginal, c'est une affirmation qui a été faite à un moment donné. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des Togolais ont très bien compris que le coronavirus existe au Togo et je pense qu'il n'y a plus un seul croyant ou une seule congrégation ou une seule foi, une seule église aujourd'hui qui demande cela aujourd'hui. Donc, il n'est pas nécessaire forcément de lui demander de revenir démentir cela, mais à partir du moment où tous nos compatriotes ont compris l'essentiel, c'est le plus important. On va prendre encore 2-3 questions pour conclure notre émission, si vous le voulez bien. On va prendre la question du 98 41 31 82, 98 31 98 41 31 82 exactement. Alors bonjour Monsieur le ministre, est-ce que c'est l'occasion pour les commerçants d'augmenter le prix sur l'alimentation générale? On manque de mots à Sokoré. Pas à Sokoré. Il y a une inflation sur les prix de certaines denrées alimentaires. Le gouvernement s'était déjà exprimé là-dessus. Il faut le rappeler encore. Nous allons sévir sur la manipulation des prix. Ce n'est pas le moment de faire ça. Vous ne pouvez pas le faire, c'est interdit par la loi. Les députés ont rappelé encore à la dernière séance que nous avons faite la nécessité que le ministère du Commerce puisse véritablement combattre cette inflation sur les prix et cette manipulation des prix. On l'a vu déjà sur les cache-nez, on l'a vu sur les bavettes, on l'a vu sur les gants, on l'a vu sur le gel hydroalcoolique. Toutes ces questions vont être mises sous contrôle et surtout pas sur les produits alimentaires dans cette période. Le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme qui permette aux agriculteurs de pouvoir continuer l'alimentation, la fourniture en denrées alimentaires. Nous avions dit que les préfectures étaient aujourd'hui, le déplacement entre préfectures des personnes est interdite, mais les marchandises sont autorisées. Naturellement, les commerçants, pour protéger ou par manque de confiance, veulent accompagner leurs marchandises, bien évidemment, jusqu'à destination. Le gouvernement est en train de mettre aujourd'hui en place une espèce de centrale d'achat qui, dans chaque préfecture, récupérait les besoins exprimés par les commerçants pour pouvoir les fournir, les approvisionner directement dans la préfecture. Chacun récupérait sa part. Ça éviterait que les gens se déplacent de leur préfecture vers Lomé ou en contact avec leurs fournisseurs. Et donc, ce mécanisme se met en place en accompagnement pour faire en sorte que nous ayons de la disponibilité alimentaire. Et donc, toute inflation des prix sera combattue. Merci. 90 16 10 37. 90 16 10 37. Alors, bonjour Monsieur le ministre, on en a parlé un peu, mais il revient sur la question. Dites-nous s'il vous plaît, si on ne pouvait pas faire couvre-feu sans bavure. Vous savez, toute activité policière comporte un risque. Vous avez des hommes à gérer. Là, nous parlons d'une force de 5000 hommes. Vous ne pouvez pas déterminer comment va se comporter chacun des 5000 hommes qui sont mis à contribution, quelles que soient les instructions qui peuvent être données. Et cela vaut chaque fois que vous mettez en place une équipe qui est autorisée à prendre ce qu'on appelle les mesures de police ou à faire usage, si vous voulez, de la contrainte. Ce qui est important, c'est de pouvoir passer suffisamment le message en amont et en aval, de pouvoir sanctionner ceux qui déborderaient. Parce qu'il ne faut pas mettre un policier derrière chaque policier pour contrôler si le policier de devant a fait le travail tel qu'il fallait, il n'a pas fait de bavure. Mais ce qu'on va mettre en place actuellement, c'est vraiment renforcer les contrôles qui sont faits sur eux, et puis les signalements que vous faites d'habitude, on a des numéros pour faire les signalements, il faut les signaler pour que le ministère de la Sécurité, comme l'avait déjà dit le général Yak Damhan, puisse prendre en charge les cas qui seraient un peu récalcitrants
au respect du professionnalisme dans l'activité des forces de l'ordre. Mais en même temps, vraiment interpeller nos concitoyens pour qu'ils respectent aussi les forces de l'ordre et qu'ils se soumettent aux consignes qui sont données. S'ils se mettent en rapport de force, ils perdront le rapport de force puisque la force restera toujours aux agents de la force. Une dernière question. 93, elle est revenue plusieurs fois. Ça veut dire que la préoccupation est réelle. 93, 29, 83, 12. 93, 29, 83 12. Merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité de répondre à nos inquiétudes. Que pensez-vous des enseignants du privé qui représentent plus de 50% du secteur éducatif? Nous serons sans salaire pendant 3 mois. Alors, je ne sais pas s'ils représentent 50% du secteur éducatif, je n'ai pas les statistiques là-dessus, mais ça reste quand même une frange de la population qui fait l'objet d'une réflexion. Encore une fois, le président avait dit que nul ne sera laissé pour compte. Naturellement, le ministère de l'enseignement, le ministère de la fonction publique et le ministère de l'économie et des finances planchent actuellement sur le sujet. Sérieusement, parce que quand le politique... Oui, mon collègue de la fonction publique l'avait déjà dit la semaine dernière. Donc, je répète encore ce qu'il a dit lui-même. Il y a une réflexion autour de ce sujet. Vous savez, je répète que le président a dit que nous devons supporter les plus vulnérables. Et les plus vulnérables ne sont pas que des fonctionnaires. Si nous prenons le secteur informel, vous pensez bien que les enseignants qui sont du secteur privé ou du secteur laïque, qui peuvent subir les conséquences de cette crise, ils n'ont pas demandé qu'on ferme les écoles. On a été contraint de fermer les écoles. Ce n'était pas leur choix, ce n'est pas une grève qu'ils sont en train de faire. Et donc, d'une certaine manière, c'est une préoccupation. Les modalités sur lesquelles ça doit être fait doivent faire l'objet d'une réflexion approfondie, parce que c'est quand même un secteur qui est en dehors. Ce sont des entreprises, ces écoles, il faut le dire aussi. Et donc, les écoles sont des chefs d'entreprise. Les chefs de ces écoles, leurs fondateurs sont des chefs d'entreprise qui doivent être traités comme des chefs d'entreprise, accompagnés comme des entreprises. Donc, la question de leur prise en charge doit nécessairement faire l'objet d'une réflexion spécifique. Il ne s'agit pas simplement de, comme on a eu par le passé, par exemple, des enseignants volontaires qu'on a, ça c'est une autre catégorie. Quand vous prenez le privé, c'est un peu différent des enseignants volontaires qui interviennent dans le secteur public. Et donc, la réflexion est en cours à ce sujet. Il me semble que d'ici... Vous savez, le discours du président ne date que du 1er. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de cela. On a encore la semaine à venir pour qu'un certain nombre d'informations complémentaires puissent être données. Le président l'a dit, des mesures additionnelles seront prises au fur et à mesure, et des coopérations spécifiques également seront prises en charge au fur et à mesure. Merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Nous arrivons donc à la fin de notre plateau. Peut-être avez-vous un dernier mot pour appeler encore à plus de prudence dans le cadre de la lutte contre cette pandémie? Je voudrais sincèrement saisir l'occasion que vous nous accordez aujourd'hui pour demander à nos compatriotes la discipline. Il me semble que le mot discipline est important. Au-delà de toutes les mesures que l'État peut prendre, c'est chacun qui prend pour lui la mesure qui lui permet de se protéger individuellement. À la limite, soyons un peu égoïstes. Pensons d'abord à nous-mêmes. Une fois qu'on a pensé à nous tout seuls dans notre coin, naturellement, nous allons rompre la chaîne de transmission de la maladie. Et sur cette base-là, il me semble que les autres mesures additionnelles, l'accompagnement de l'État, nous aideront à franchir le dernier pas pour que Covid-19 disparaisse dans notre pays. Merci, Christian Trimon. C'est moi qui vous remercie. Ministre togolais des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République. Et donc, nous arrivons à la fin de notre entretien. On va marquer une pause sur une nouvelle édition du journal. Et nous nous retrouvons après pour un autre panel, un panel de spécialistes, de médecins cette fois, pour parler des avancées, de la recherche en matière de thérapie contre le Covid-19. À tout de suite pour la suite.